Nous sommes avec Dominique Carlier pour l'agenda de ce 41e Festival du cinéma américain, avec en titre pour votre agenda, mais où sont les vedettes? Bah oui, quelles sont les vedettes? C'est la question qu'on pose tout le temps lorsqu'on croise des personnes à Deauville ou aux alentours. Quand et comment et où est-ce qu'on va pouvoir les voir? Donc ça peut paraître assez compliqué, mais avec un peu de roublardise, entre guillemets, on y arrive. Bah Donc déjà, il y a nous, Dominique. Eh bien, nous sommes des vedettes. Tout à fait, exact. Donc on a privilégié cette année, je vais dire, la qualité plutôt que la quantité, puisque Orlando Bloom, Ian McKellen et Keanu Reeves, pour les présences des stars et des artistes, ça s'annonce plutôt bien pour cette édition du Festival américain. Mais si on a un ticket ou si on n'a pas de ticket, si on va voir les films ou pas voir les films, la façon d'approcher les vedettes est un petit peu différente. Alors comment tenter de les voir? Alors tout d'abord, en squattant le tapis rouge. C'est encore donc l'endroit le plus sûr pour voir les stars, mais aussi les membres du jury qui, de temps en temps, sont aussi plus stars que les acteurs de cinéma. Alors, le membre du jury, on peut les voir entre 19 et 20 heures à peu près chaque soir avant la présentation du film. C'est sur le tapis rouge qui mène au CID. Alors, un petit conseil, il faut venir très tôt, voire très très tôt, même si les artistes arrivent à 19 heures, vaut mieux se pointer aux alentours de 17 heures pour espérer avoir une place au premier rang. Alors, les plus débrouillards se mettent quasiment contre les barrières. Ils attachent un petit banc avec eux, avec un antivol à la grille pour pas qu'on leur vole, et comme ça ils peuvent monter sur leur petit escabeau et ils voient les stars de près. Alors vous pouvez faire aussi les 100 pas, puisque faire le pied de grue à Deauville c'est plutôt inconvenant et malvenu. Donc devant les hôtels. Alors l'an passé la patience a plutôt bien payé, notamment pour ceux qui étaient face à l'hôtel Royal, puisque là on a pu apercevoir Mick Jagger, notamment pour ceux qui avaient fait le pied de grue, entre guillemets, à l'arrière des cuisines, puisque Mick Jagger était sorti donc par l'arrière de l'hôtel. En 2013, rebelote, John Travolta et Salma Hayek avaient pris le temps également de signer quelques autographes à leur arrivée, alors qu'ils sont sortis, eux, par les dépendances de l'hôtel du Royal. Et puis on peut aussi se mettre devant tout simplement l'hôtel Le Normandie, où là, généralement, ça bouge pas mal. Et l'hôtel de Normandie, une suite s'est libérée, puisque Franck, qui devait occuper la suite 34, a préféré laisser ça à une star du festival. Alors, vous pouvez aussi compter sur la chance en traînant dans Deauville, puisque là, on sait que les stars ont besoin de se dégourdir les jambes et d'aller faire quelques pas sur les planches le matin, leur jogging, et pourquoi pas aussi aller déjeuner ou dîner dans un des restaurants du secteur. Donc on tente un peu le Koh-Lanta deauvillais, on va soit au Syros, soit au Drakkar, on peut aller chez Mioc, où là aussi il y a beaucoup de stars de cinéma, et puis de l'autre côté du pont, vers Trouville, on peut aussi se diriger vers les Vapeurs ou le Central. Alors le choix le plus glamour cette année, c'est aussi le choix des cabines de plage. Là, on peut apercevoir les stars de très près. Elles sont un peu plus en présence entre une demi-heure, voire une heure. Et elles viennent inaugurer les cabines qui sont à leur nom sur les planches. Alors, Keanu Reeves, c'était ce vendredi, là, la cabine numéro 76. Orlando Bloom, ça sera tout à l'heure, à 17h30. Juste après la fin de l'émission. Voilà, il a la cabine numéro 65. Ian McKellen, ça sera jeudi à 14h45, il a la cabine 66. Michael Bay, ça sera vendredi à 14h45, cabine 54. Et Patricia Clarkson, samedi prochain à 11h45 pour la cabine numéro 55. Enfin, plus classique, on peut aussi voir les stars en achetant un billet, car il faut savoir qu'avant chaque grand film qui est en compétition, généralement, pendant un petit quart d'heure, les stars font semblant d'aller voir le film, ils se mettent au premier rang, donc là on peut les apercevoir, et ensuite donc ils quittent leur fauteuil pour aller vaquer à leurs occupations nocturnes. Il vous en coûtera 35 € le pass pour la journée, et avec ce pass là vous allez pouvoir voir 5 films. Voilà. Merci Dominique pour toutes ces précisions. À force de dormir sur sa pioche et les paupières tout en ovale, lourde comme une pierre. Radio Sensation au Yacht Club de Deauville, émission spéciale pour la 41e édition du Festival du cinéma américain. Avec nous maintenant Vincent Boulard, directeur des relations publiques du groupe Spirit France. Bonjour Monsieur Boulard. Bonjour. Évidemment, avec vous, nous n'allons pas forcément parler de cinéma, mais plutôt de spiritueux et d'alcool, puisque Spirit France est leader sur le marché du Calvados notamment, un produit bien normand, bien d'ici, et c'est une entreprise vieille de presque 200 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour présenter Spirit France d'informations essentielles ? Alors, Spirit France est une fédération de 3 marques emblématiques de Calvados, dont le fameux Père Magloire, mais aussi la marque Boulard, dont je suis issu, et puis une 3e marque, la marque Lecomte, la maison Lecomte, qui toutes 3 ont trouvé racine au siècle dernier, voire au siècle précédent,
1821 pour Père Magloire, 1825 pour Calvados Boulard et 1923 pour le Calvados Lecomte. Aujourd'hui, c'est combien de marques Spirit France? C'est 3 ou c'est plus? C'est un peu plus parce que nous avons aussi une marque qui s'appelle Jeannot et qui est une marque d'Armagnac cette fois-ci. Voilà. Et une marque, le marque aussi, Armagnac, le marque? Le marque aussi est une marque d'Armagnac qui fait ses premiers pas. Et justement, sur le marque, est-ce que vous pouvez nous présenter ce produit? Ce n'est pas un produit normand, l'Armagnac, on rappelle, hein, mais qui vient du sud-ouest. Est-ce que vous pouvez nous en faire une présentation? La vocation de Spirit France, c'est de proposer aux consommateurs des alcools fins d'origine aux racines très, très fortement identifiées en France et qui sont des alcools qui ont plusieurs centaines d'années d'existence dans leur histoire, en fait. Donc, en fait, la vocation de Spirit France, c'est de proposer ce qu'il y a de meilleur, pas forcément en quantité, mais en qualité, en fait. Voilà. Et donc, nous avons décidé, c'est un parti pris, de remettre au goût du jour ces alcools très fins et qui ont d'ailleurs une réputation formidable bien au-delà des frontières de la France. Commercialement parlant, est-ce qu'on peut dire que l'Armagnac est encore légèrement devant par rapport à votre produit au niveau du marché du luxe? Non, aujourd'hui, je dirais que le Calvados a une très belle longueur d'avance sur l'Armagnac, parce qu'il y a des cycles, très probablement, parce que l'Armagnac a été un petit peu oublié, et que le Calvados aujourd'hui est très très tendance, notamment par ses nouveaux modes de consommation, car les consommateurs du 21e siècle, nous sommes déjà au 21e siècle, n'est-ce pas, pour ces spiritueux fins, eh bien, aujourd'hui, ils l'apprécient bien sûr pur pour les qualités les plus anciennes, les plus évoluées en termes de vieillissement, mais le consommateur apprécie de plus en plus le Calvados comme un produit à mélanger, à mixer. En fait, les barmen notamment, les barmen des grands hôtels de France, à commencer par ceux de Deauville, apprécient ô combien le Calvados comme base cocktail. Et parmi les marques emblématiques de Spirit France, donc Calvados Boulard, de votre nom, c'est une histoire familiale? Oui, ça c'est une longue histoire familiale puisqu'elle commence en 1825, date à laquelle mon ancêtre Pierre-Auguste Boulard avait décidé de reprendre cette petite maison de négoce qui existait déjà et d'en faire, d'y développer le Calvados, qui n'était pas encore à cette époque un produit d'appellation d'origine contrôlée, et de le faire connaître avec l'intuition très forte, et qui était une intuition, à mon sens, de génie, qui était de l'associer à son nom de famille pour en faire ce que l'on appelle aujourd'hui une marque. Quelle est sa particularité au Calvados Boulard? J'imagine que c'est compliqué à définir comme ça très rapidement, mais... Oui, il y a plusieurs angles, il y a plusieurs axes. En termes de qualité, la famille Boulard a eu l'intuition que la qualité était quelque chose de tout à fait essentiel pour séduire les consommateurs les plus avisés. Alors là, je remonte au fin 19e siècle, début 20e siècle, mais c'est ce qui a permis de donner des racines extrêmement fortes à cette maison, en quelque sorte. Et puis après, d'autres... C'est d'ailleurs le Calvados le plus exporté au monde, j'ai vu ça sur votre site internet. Oui, parce que, eh bien, vous savez, quelquefois, les choses ne procèdent pas d'une démarche très scientifique, mais c'était simplement parce que mon grand-père, puis mon père et moi-même avons toujours eu le goût du voyage. Alors, le goût du voyage, pour mon grand-père, c'était la Belgique, c'était comment dirais-je, la Suisse, c'était les Pays-Bas. Mais mon père est parti très rapidement aux États-Unis, au Japon. Et puis moi, j'ai tout de suite emboîté le pas dans les années 80, lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle, pour poursuivre et donc placer ce Calvados dans toutes les boutiques hors taxe du monde, c'est-à-dire au pied des avions avant de partir. Et donc, c'est un produit cadeau, c'est un produit souvenir, c'est un produit emblématique de la France et de la Normandie. Avant de continuer sur vos marques, peut-être une précision pour ceux qui ne le savent pas, mais le Calvados, de quel fruit ça vient, tout simplement? Alors, le Calvados, c'est une question astucieuse, puisque le Calvados, bien entendu, c'est le fruit de la pomme,
Mais pas uniquement la pomme d'ailleurs, parce qu'il y a quelquefois quelques poires qui se glissent dans le mélange, car sur le plan strictement juridique, le calvados est une eau-de-vie de fruits à cidre, et que la poire rentre dans les fruits à cidre. Mais très essentiellement, c'est une eau-de-vie de pomme. Vous êtes lancé dans le poiret ou pas du tout? Non, pas pour le moment. Non, on est plutôt très orienté vers les produits distillés. Voilà. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut plusieurs centaines de variétés de pommes dans un équilibre qui reste souvent secret d'une maison à l'autre. Eh bien, la très très grande variété et la très grande richesse apportée par la nature à ce niveau, de très nombreuses variétés de pommes, apportent des nuances de goût, des sensations tout à fait agréables et inédites. Et pour couvrir le tout, le calvados est un produit 200% naturel dans la mesure où aucun adjuvant ne vient dans sa composition, y compris les levures qui ne sont même pas sélectionnées. Ce sont des levures naturelles qui viennent permettre au jus de pomme, au mou de pomme, de fermenter avant même la distillation. Voilà. Revenons sur vos marques. L'une des plus emblématiques, l'une des plus prestigieuses, c'est le Calvados, la maison Lecomte. Oui. Là, c'est un Calvados qui est destiné principalement, ce sont des Calvados destinés principalement aux connaisseurs. Pourquoi ? Parce que nous avons pris le parti de spécialiser nos marques en fonction des différentes attentes des consommateurs. Et personnellement, je ne crois pas du tout à un produit qui satisferait le besoin de tous les consommateurs dans le monde entier, de A à Z, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, du matin au soir. Et donc le consommateur, il attend des produits très, très identifiants. Et donc nous avons pensé que la marque Lecomte, qui est pourtant la plus jeune de nos marques, mais qui avait suivi cette destinée d'être présente dans la haute restauration, eh bien nous l'avons du coup spécialisée pour être distribuée plutôt à travers ces réseaux de distribution, pendant que la marque Père Magloire, qui est une marque très populaire, qui appartient... Ma prochaine question. Qui... Sur la marque Père Magloire, comment vous la définiriez ? Alors, chaleureuse, authentique, avec des racines très profondes. Dans l'imaginaire des Français, c'est une marque très normande, ancrée dans le terroir, avec tout ce qu'elle revêt comme marque et comme maison populaire, mais au sens sympathique du terme. Pour moi, populaire, c'est pas dégradant. Populaire, ça veut dire, au contraire, ça veut dire une marque largement répandue dans l'imaginaire des Français. Au même titre que la Mère Poulard au Mont-Saint-Michel. Ça vous va ? Par exemple, voilà. C'est une marque qui font sourire, qui sont agréables, qui sont présentes à l'esprit, que l'on consomme très facilement, je veux dire. Et donc, c'est une marque accessible en même temps. D'accord. On vous retrouvera dans quelques instants, puisque maintenant il est passé 15h. On vous retrouve tout de suite. Pour plus d'informations d'ailleurs sur les spiritueux, on n'oublie pas www.spirit-france.com. On vous retrouve dans quelques instants. Les spéciales de l'info. Il est 15h05 sur Sensation. Nous sommes ensemble en direct depuis le Deauville Yacht Club avec toute l'équipe. On vous fait découvrir le Festival du cinéma américain de Deauville. C'est cette année, je le rappelle, sa 41e édition. Jusqu'à 17h, on continue avec Franck David de vous parler des stars à l'affiche. Dominique Carlier va revenir également pour vous sur tous les bons plans du festival qui se tient jusqu'à dimanche prochain. Durant la prochaine heure, on fera aussi un gros zoom sur un autre festival qui se tient juste à côté à Trouville. C'est le Off-Court, un festival à l'accent québécois qui a vu le jour il y a 15 ans maintenant et qui se concentre principalement sur les jeunes talents et les courts-métrages. Son fondateur Samuel Pratt sera avec nous. Nicolas Boulanger, natif du coin et réalisateur, nous parlera de son film qu'il présente également au Off-Court. La Normandie, cette magnifique région, sera également encore à l'honneur jusqu'à 17h. Vous connaissez le programme, on revient tout de suite. Les spéciales de l'info. On continue avec ce merveilleux produit qui dépasse les frontières, une épopée 1825. On passe de la Normandie à la Belgique, de la Belgique
vers les États-Unis. On est maintenant au Japon. Que de chemin parcouru, et que dirait votre aïeul maintenant en regardant justement cette réussite entre guillemets familiale? Oh, bah, écoutez, je pense que il en serait peut-être étonné parce que au fur et à mesure de nos voyages, de nos pérégrinations, eh bien, on constate effectivement le goût prononcé de tous ces peuples pour des alcools fins, distillés, et qui viennent se substituer petit à petit à des alcools locaux dont les bases sont parfois plus rustiques, du type alcool de riz, du type alcool de céréales. Hein, il faut dire que les spiritueux consommés, ce sont beaucoup des alcools de céréales, à base de betterave aussi. Eh bien, le Calvados a ceci de formidable, que c'est un vrai grand produit de qualité, parce que la pomme, c'est un produit à la fois populaire, mais universel, et c'est un produit coûteux par tout simplement la façon dont il est cultivé, dont elle est cultivée, elle est récoltée, voilà. Donc c'est un produit noble, transformé, et c'est à ce titre-là, vous évoquiez l'Armagnac tout à l'heure, à base de raisin. Eh bien, ce sont des produits d'une grande noblesse. Eh bien, nous avons voulu respecter leur naturalité jusqu'au bout. Alors là, vous avez cité les noms de famille de deux produits sans nommer leurs prénoms, donc oui. le saké et le whisky. Les États-Unis ont sans doute connu le Calvados après la guerre. C'est parti de l'autre côté de l'océan. Oui. Et le Japon, c'est assez surprenant. C'est un produit de luxe, autant que Chanel ou Dior. Oui. Alors que chez nous, c'est un produit populaire. Comment on peut expliquer cela? Mais parce que les produits qui ont des racines, eh bien, ils engagent leur mutation d'une façon lente, et les produits spiritueux, ce sont des produits qui sont très fortement ancrés dans l'imaginaire. Et donc, quand on est fortement ancré dans l'imaginaire, eh bien, les racines du passé marquent le territoire de chacune des maisons, des produits, etc., etc. Et donc, les Japon, ils l'ont découvert, le Calvados, ils l'ont découvert grâce à la maison Boulard il y a simplement une trentaine d'années. Et donc, ils l'ont découvert comme étant un produit de luxe. Et là-bas, la pomme, ça se dit lingo. Lingo, c'est la pomme. Mais la pomme, au Japon, c'est un fruit qui est connu, mais qui est très luxueux, parce que la pomme est vendue à l'unité là-bas. Ce ne sont pas des petites pommes, ce sont des pommes qui sont grosses comme un pamplemousse minimum. Hein, c'est un petit melon. Donc une pomme au Japon, une pomme qui pousse au Japon, au nord, dans la région de Aomori, eh bien c'est une pomme qui pèse 350-400 grammes à peu près. Donc il y en a 2 à 3 au kilo. C'est assez amusant à voir. Mais les Japonais, qui sont très amusants évidemment et très curieux, ont cherché à transformer la pomme aussi en alcool de pomme. Et là, ça a été un échec retentissant, parce que tout simplement, le ça terrain... vous rassure quand même qu'au Japon, on sache Non, pas ça ne me rassure pas, ça m'amuse. Avant de passer la parole à Nicolas, une transition de famille en famille fait par des hommes dans votre saga familiale. Est-ce que le Calvados et la femme, ça va mieux? Alors, c'est pas un produit féminin. Ce n'était pas un produit. Comme disait féminin. Ventura, c'est plutôt une boisson d'homme, quoi. Voilà. Alors effectivement, si on revient au tonton flingueur, nous pensons à la même chose. Eh bien, le Calvados a fait sa mutation largement. Et quand je disais un produit très mixable, parce que distillé de façon à sublimer son fruit, eh bien, sublimer son fruit d'une part, améliorer les techniques de distillation, eh bien, ça donne tout de suite des idées aux plus grands barmen du monde, de Deauville à Tokyo, de Tokyo à Stockholm, de Stockholm à San Francisco. Et maintenant, les meilleurs barmen utilisent le Calvados comme base aromatisante pour leurs meilleurs cocktails. Donc, et donc là, dans un cocktail, eh bien, les cocktails, ça fonctionne soit au masculin, soit au féminin, en fonction des ingrédients qui sont assemblés. Voilà. Après le Japon, c'est la Russie, ou c'est plus difficile? Ça a déjà été la Russie? La Russie, oui. Dès 92, j'ai voyagé en Russie pour essayer d'implanter le Calvados. Alors aujourd'hui, je ne vous cache pas que la situation simplement économique est compliquée, mais on a des racines là-bas, et ces racines, eh bien, disons que c'est un petit peu une phase d'attente en ce moment, ou d'observation, mais ça va redémarrer sans aucun doute, en fait. Nos produits ont des cycles de vie très, très, très longs. Et donc, une fois que les racines sont ancrées dans la connaissance des
des spécialistes de chacun des pays, eh bien, ces racines repoussent très, très volontiers au printemps lorsque l'économie redémarre. Merci Vincent Boulard d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Alors même si vos produits sont d'une extrême qualité, on rappelle qu'ils sont à consommer avec modération. Et pour plus d'informations, votre site internet www.spirit-france.com. Sensation, les spéciales de l'info. On reçoit désormais Samuel Pratt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur du Off-Court Festival de Trouville. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Trouville, ce n'est pas compliqué, hein, c'est la commune voisine de Deauville. Un pont vous sépare. Le Off-Court qui a débuté vendredi et qui finira samedi prochain, je ne dis pas de bêtises. Exactement. Je ne suis pas président, je suis Vous êtes pas président, coordinateur général. Mauvaise information. Je suis un employé de cette association. Mais vous en êtes bien le fondateur. C'est vrai que j'en suis le fondateur et j'en ai été le président à une époque. Alors expliquez-nous, Off-Court, nous on sait pourquoi ça s'appelle Off-Court, mais pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi ça s'appelle Off-Court ce festival ? Parce que en 99, nous travaillions à Trouville et est arrivé le festival du film américain et qu'on s'est dit que c'était dommage qu'il y ait une grosse machine événementielle comme ça qui était très médiatisée et puis nous on était de l'autre côté de la touque et on trouvait que ça manquait un peu d'activité, donc à l'époque on a eu l'idée de monter un événement parallèle au Festival du film américain, comme il y en a à Avignon, à Bourges, à Cannes. Je pense que les gens ont oublié depuis longtemps que, par exemple, la quinzaine des réalisateurs est une manifestation qui était née en parallèle au Festival de Cannes, parce qu'à l'époque, de jeunes réalisateurs pensaient qu'il fallait redynamiser tout ça. Donc nous, on a eu l'envie d'élargir le champ des possibles. Et les hasards de la vie ont fait qu'on a rencontré à l'époque un jeune homme qui revenait des États-Unis, qui avait fait une école de cinéma et qui achetait du court-métrage pour une télé, qui nous a dit bah, tiens, si on faisait un festival de court-métrage franco-américain. Et un deuxième hasard a fait qu'on a rencontré des Québécois et on s'est dit mais oui, bien sûr, allons traiter de l'Amérique du Nord par son côté francophone. Et donc, on a fait un festival de courts-métrages francophones, enfin de courts-métrages franco-québécois. Et donc, c'était off du festival américain. Ça traitait de courts-métrages. Et en brainstormant une après-midi, off-court, au fond de la cour, off-course, bien sûr. Allez, boum, on a trouvé off-court comme ça. C'est cette année la 16e édition. 16e édition, tout Quelle à est fait. la différence entre, on va dire, le premier off-court de l'an 2000 et celui de 2015 ? J'imagine que vous courez peut-être moins après les courts-métrages qui viennent plus facilement à vous ? Ah oui, alors ça, à ce niveau-là, tout a changé, puisque effectivement, pendant les 4-5 premières années, on allait chercher des films, et qu'aujourd'hui, on nous envoie des films, et de plus en plus. D'ailleurs, cette année, on a reçu, je crois, 2300 et quelques courts-métrages, dont plus de 1000 courts-métrages français sur lesquels il faut en sortir 20 pour la compétition. Donc effectivement, c'est plus la même chose que quand au tout début, on allait nous de festival en festival ou de producteur en producteur en disant s'il vous plaît, donnez-nous votre court-métrage pour qu'on puisse le diffuser. D'ailleurs, il y a combien de compétitions au off-court ? Il y en a plusieurs ? Alors, il y a trois sections compétitives. Il y a une compétition pour les films français, une compétition pour les films québécois et une compétition qui existe depuis 2 ans, qui est une compétition ouverte aux films européens et ou francophones. Vous l'avez dit, vous avez reçu plus de 2000 courts-métrages. Est-ce que pour les sélectionner pour les compétitions, vous les visionnez tous ? Comment ça se passe, la sélection ? Non, on prend au hasard. Non. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs équipes, puisque pareil, au départ, non, pas forcément qui s'agrandissent, mais au départ, on regardait tous les films. Chacun regardait tous les films, mais c'est devenu techniquement impossible. Donc moi, je suis à la tête d'une équipe qui s'occupe de la sélection française. J'ai une homologue à Montréal qui s'appelle Émilie Moreau, qui elle s'occupe de la sélection québécoise. Et puis on travaille avec un jeune homme fort brillant qui s'appelle Guillaume Voisin, qui est un Canet, qui lui supervise la sélection européenne et francophone. Votre objectif au off-court, c'est de faire une large place aux jeunes et à la création ? Exactement, on essaye de se décrire comme un événement qui est dénicheur de talent. On s'intéresse à la relève en fait. On s'intéresse à ceux qui potentiellement finiront à Deauville dans 5 ans, 10 ans. Il y a d'ailleurs, pendant le festival, on peut créer, puisqu'il y a un laboratoire. Exactement, pour créer son en fait, le festival se décline en 3 pans. On dit, pour résumer tout ça, on dit montrer, faire, vendre. En fait, on est un festival, donc il y a une sélection de films, il y a des compétitions. Je ne vous ai pas parlé non plus des concerts, des expos, puisqu'on essaye d'être pluridisciplinaire.
Donc il y a la partie on montre aux gens, on propose aux gens des choses. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a une partie laboratoire. Donc là, on a réuni des artistes et des artisans du cinéma de 17 ou 18 pays cette année. Et on met en place un lieu dans lequel ils fabriquent des films, ils fabriquent de la musique de film, ils fabriquent des clips. Il y a aussi des résidences photos. Donc là, ça crée toute la semaine. D'ailleurs, ce soir, on va avoir la première projection des films réalisés sur place. Et puis la dernière partie, un peu plus invisible pour le public, mais très importante pour l'ancrage professionnel. On a un marché du film qui est en fait un lieu qui est installé dans une galerie de peinture où des acheteurs télé viennent chercher du contenu. Comme un marché finalement, comme un vrai marché. C'est un dans la vie de marché, tous les jours, c'est comme un salon du un court-métrage. produit à vendre et quelqu'un qui vient l'acheter. En fait, il y a des postes informatiques dans lesquels il y a donc les 2300 et quelques films dont on parle. Et puis on a tous les acheteurs télé français et puis des acheteurs télé internationaux qui viennent y rencontrer des producteurs, des distributeurs et des programmateurs de festivals aussi. Vous disiez, ceux qui participent au off-cours de cette année, peut-être que dans 5 ans, ils seront au Festival du cinéma américain de Deauville. Est-ce que d'ailleurs, il y a des gens connus qui sont passés par chez vous ? Alors écoutez, oui, on a été les premiers à diffuser des films pour Alexandre Astier, qu'on a emmené au Québec, à qui on a essayé de faire vendre Kaamelott à des producteurs québécois qui n'en ont pas voulu à l'époque et qui l'ont racheté à prix d'or quelques années plus tard. Mais je pense que quand on faisait des soirées du cours au long avec Michel Gondry, personne connaissait Michel Gondry à part le micro-circuit des gens du clip. Bah voilà, et oui, on essaye de travailler comme ça. On a quelques exemples en musique aussi. On a fait le premier concert d'Abdal Malik que personne connaissait. Et je crois le premier concert d'Alice Russell en France aussi. Puis, on pourrait y aller. Vous parlez des concerts, il y en a tous les jours au off-cours ? Il n'y en a pas tous les jours, il y en a assez souvent. Il y en avait vendredi soir à l'ouverture, il y en avait hier soir avec un plateau de jeunes groupes Canet. Ce soir, il y a encore un concert en première partie de la projection des laboratoires. Et ensuite, il faudra attendre jeudi pour qu'il y ait un concert et vendredi prochain pour la clôture du festival, bien sûr. Samuel Pratt, ne bougez pas, on revient dans quelques minutes pour continuer à parler du festival off-cours de Deauville, en compagnie de Trouville, excusez-moi. Pas de problème. En compagnie également de Dominique Carlier.